Bonjour et bienvenue sur ce deuxième panel sur le Mama Invent. Vous avez pu suivre ce matin un temps spécifique sur les réseaux sociaux et comment les quitter. Aujourd'hui, à cet endroit, on va parler un peu moins réseaux sociaux et on va plutôt s'attacher aux questions de souveraineté numérique. Donc cette table est intitulée «Comment assurer la souveraineté numérique des acteurs de la musique?». Voilà, pour ce faire, on a réuni un panel ici présent et, voilà, vous indiquer que à l'invitation d'Émilie qui s'est présentée tout à l'heure. Voilà, nous allons traiter ce sujet. Alors, très rapidement, pour faire un petit tour de pourquoi ce sujet est arrivé sur la table. Tout le monde a vu, bien évidemment, l'élection de Trump aux États-Unis, donc Trump 2, avec notamment cette photo qui a un petit peu, qui a beaucoup fait parler, avec les géants de la tech qui se sont réunis, qui ont financé les campagnes, et qui sont réunis autour de Trump pour s'afficher conquérant à cet endroit-là. Et c'est quelque chose qui a quand même assez marqué les esprits, puisque alors la question de la souveraineté, elle est présente, on va dire, depuis les débuts du web, mais elle est revenue en force à ce moment-là, puisqu'on est en train de voir une reconfiguration politique, géopolitique des différents enjeux. Et aujourd'hui, les enjeux du numérique sont extrêmement présents dans les questions de développement économique, dans les questions de, voilà, de domination aussi. Vous avez un philosophe, écrivain français qui s'appelle Éric Sadin, qui a écrit un livre sur la silicolonisation du monde, comment les idées de la Silicon Valley, à travers les outils développés par les géants de la tech, se répandent sans qu'on y prête forcément attention. Bref, cet endroit-là, aujourd'hui, est intéressant à interroger pour les acteurs du numérique et surtout les acteurs et actrices de la musique. Ici présent, on va essayer d'adresser ces questions. Alors rapidement, une petite présentation du panel. Je vais commencer par Clarisse. Donc Clarisse Tessandier, merci d'être avec nous. Tu es chargée de communication sur les projets européens avec Artifarty et Reset. Tu nous en diras deux mots tout à l'heure. Duong Phan, tu es cofondateur de Ticketer. Merci d'être avec nous. Émilie Gonneau, alors plusieurs casquettes, fondatrice et directrice d'Uni. Uni, ça rassemble Unicum Music, qui est un label qui fait de l'édition, New Agency, qui est une agence et qui développe des activités de formation professionnelle, également COSA, et donc tu programmes aussi pour le Mama Invent. Et si on est là aujourd'hui, c'est à ton invitation. On a été ravis d'y répondre. Et Rémi Agostini, tu es fondateur, CEO de Meo.io. Dont on va, voilà, dont on va parler, on va vous présenter un petit peu. Je vous propose d'attaquer tout de suite par une première question. J'ai parlé d'un élément déclencheur qui était voilà, Trump, mais c'est peut-être pas l'élément déclencheur commun à tout le monde. Voilà, pour certains, c'est justement la présence de ces GAFAM. Alors on en parlait un petit peu avec Rémi tout à l'heure, on les appelle aujourd'hui les magmas. Voilà, si vous voulez vous mettre à jour par rapport aux GAFAM, les magmas, c'est Microsoft, Amazon, Google, Meta et Apple. Et voilà, on se faisait la réflexion que ça les rapproche un peu de MAGA, si on enlève une lettre. Enfin bref. Donc ma première question, c'est finalement quel a été l'élément déclencheur pour vous, pour vos structures, comment la question de la souveraineté numérique est devenue un sujet. Et je vais passer dans un premier temps la parole à Duong. Donc ça va être la même consigne pour tout le monde. Deux petits mots de présentation de vos structures pour qu'on sache évidemment qui vous êtes et de quoi on parle. Et comment cette question de la souveraineté a infusé dans vos projets. Duong, je te passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, rapidement, avec Ticketer, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on propose une plateforme qui va permettre de collecter les données de billetterie pour justement les exploiter et activer des cas d'usage comme les études des publics, l'analyse de données. Bref, beaucoup de choses qui sont aujourd'hui limitées parce que vos données sont dans des silos et que si vous voulez les exploiter, vous êtes tributaire de vos prestataires de billetterie. Et avec Ticketer, en fait, on rend la liberté sur l'exploitation de cet actif numérique qui est souvent délaissé par les acteurs de la musique et les producteurs de spectacles. Alors chez nous, qu'est-ce qui nous a amené vers la souveraineté numérique? C'était il y a quelques années, c'était avant Trump, hein, c'est le Patriot Act.
parce qu'en fait, on s'est Ouais. aperçu que nos données étaient hébergées chez Amazon. Amazon qui est un très grand fournisseur de services cloud, donc de serveurs en ligne, et on s'est aperçu, et ça venait même de chez eux, que toutes les données qui étaient hébergées chez Amazon, qu'elles soient en France ou à l'étranger, étaient assujetties au Patriot Act. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, le gouvernement américain pouvait décider de regarder dans les serveurs et vérifier ce qui s'y passait. Alors il y a une solution, hein, je me souviens, les architectes, les commerciaux d'Amazon nous disaient, si vous ne voulez pas que le gouvernement regarde dans les données, c'est simple, vous avez qu'à chiffrer les données. Comme ça, vous gardez la clé et en gros, bon, ils ont accès à la porte du coffre-fort, mais ils ne peuvent pas ouvrir le coffre-fort. Ok. Donc moi, en tant que ingénieur, je peux le faire, mais je me dis quand même que les acteurs de la musique, ils vont pas s'embêter à réfléchir, à mettre une clé sur leur jeu de données lorsque ça passe par des prestataires avec qui ils travaillent, parce que c'est la responsabilité du prestataire. Donc nous, ça nous a amené à une question, c'est comment éviter le Patriot Act. C'était tout simple, il ne faut pas travailler avec des prestataires américains. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille en hébergement avec des prestataires français ou européens, même canadiens, ça marche, hein. On continue de chiffrer nos données parce qu'il faut toujours protéger la clé, mais surtout, on n'est pas sous le joug du Patriot Act américain qui permet du jour au lendemain, ouvrez le coffre-fort parce qu'en fait, on a envie d'y accéder. Voilà. Donc ça fait partie de notre démarche et ça a commencé par là. Merci. Émilie, peut-être un mot sur mais justement quel a été l'élément déclencheur et comment est-ce que ces questions-là de souveraineté sont traitées? Alors peut-être au sein du label? Ouais. C'est assez global. Je vais répondre pour Uni, le groupe, parce qu'effectivement, avec les différentes activités, c'est un sujet qui s'est posé à la fois par activité, mais aussi de manière transversale. Donc en fait, le déclencheur, ça faisait longtemps, ça fait genre peut-être au moins 10, 12 ans que je parle de cette dissonance cognitive qu'on a, de ne pas dépendre, notamment dans la relation des artistes à leurs fans, de ne pas dépendre de ces intermédiaires, des Magma, GAFAM, etc. D'où la conférence juste avant. Mais effectivement, le déclencheur vraiment en mode bon, ça ne peut plus continuer, c'était l'annonce de Mark Zuckerberg le 7 janvier dernier de, en gros, je prête allégeance et je mets mes billets et mon engagement, ou en tout cas mon allégeance politique au service je mets mes algorithmes au service de cette allégeance politique et donc objectivement tout le monde qui utilise ces outils est à la merci du bon vouloir de quelqu'un qui décide si on est vu ou si on est invisibilisé, ou banni, ou harcelé, etc. Et donc, en plus de toutes ces activités, j'ai écrit un livre qui est publié aux éditions du CNN qui s'appelle « L'artiste, le numérique et la musique ». On a lancé une newsletter qui est sortie le 15 de chaque mois, donc ce matin. Et notamment, dans mon édito donc, du 15 janvier, je l'ai appelé « Winter is coming », parce qu'évidemment, ça posait plein d'enjeux. Et ce déclencheur-là m'a amené, en gros, à regarder. J'ai pris un bout de papier et j'ai listé tous les outils numériques qu'on utilise. Alors, on est une toute petite boîte, on est 4, on est en télétravail. Voilà, on est forcément en collaboration à distance. On n'a pas de bureau depuis longtemps, d'ailleurs, avant même le Covid. Donc, et le fait est que j'ai regardé, et puis je suis allée regarder dans les Terms of Service, les Legal Policy, tout ça, pour aller regarder voilà, chaque pays où sont hébergées les données. Je suis tombée là-dedans à fond et j'ai commencé à lister, OK, tiens, bonne surprise, tel outil, il est estonien, super. Tiens, tel outil, il est français. Je ne savais pas qu'ils étaient français. Et puis, oui, effectivement, quand même, un certain nombre d'outils américains. Et donc, j'ai commencé à utiliser, mais on pourra en reparler, ce site formidable europeanalternatives.eu et qui, du coup, pour chaque type d'outil, liste des alternatives européennes que je vais aller tester patiemment. Mais parce qu'il me paraissait important, même si on est une toute petite boîte, à toute petite échelle, si on veut parler d'espionnage économique et industriel, on rigole doucement quand même, mais par principe, en fait, je ne voulais plus me sentir soit espionnée, soit sous le coup de potentiellement ne pas être indépendante et de continuer de dépendre sur un service qui considère que la question quand même du consentement, elle traverse tout ça avec les questions. On est passé d'une logique de opt-in à une logique d'opt-out, et ce qui fait que par défaut, mon consentement était acquis, et ça me posait vraiment problème. Et donc, à partir de là, je me suis dit, OK, on déclenche, et j'ai mis 1 mois à tout regarder à fond et 2 semaines de migration. Voilà.
Oui, et on en reparlera de la question de l'alignement avec les valeurs des structures, justement, après. Alors, Rémi, on en parlait, Bonjour. Méo, même question. Comment est-ce que Ben, cette question de souveraineté numérique est arrivée dans la structure? alors nous, on est une plateforme dédiée à la synchronisation, donc à la vente de licences de musique pour des contenus audiovisuels. On est une sorte de plateforme de streaming dont l'accès est réservé aux professionnels. Les labels, les éditeurs d'un côté mettent leurs titres chez nous et de l'autre côté, les acheteurs les acheteurs de musique viennent écouter de la musique, partager des briefs et acheter des licences. On est une boîte qui a 9 ans d'existence. Il y a 9 ans, ce n'était pas des questions qui se posaient de manière aussi frontale. On a été confronté de manière graduelle à la problématique de la souveraineté numérique. Nous, on a dès le départ choisi de travailler avec Amazon Web Services pour héberger nos données. La raison, elle est simple, c'est qu'on travaille avec des acteurs internationaux. Les labels, les éditeurs de musique peuvent être français, mais sont aussi américains, anglais, et ont des systèmes informatiques extrêmement variables en termes de taille. On ne travaille pas de la même manière avec un petit label français qu'avec Universal Music ou Sony Music. Et donc Amazon, étant à l'époque le seul standard qui existait, nous permettait de passer les questionnaires de sécurité extrêmement denses que nous demandent, enfin, les exigences de sécurité extrêmement pointues que nous demandent ces grands acteurs, parce qu'ils connaissaient le standard, ils connaissaient, voilà, il suffisait, c'était un sésame. Donc on a commencé à travailler il y a 9 ans avec AWS. Ensuite, la deuxième éducation à la souveraineté, c'était quand l'Union européenne a fait passer les lois de RGPD, où on a une vraie sensibilisation à la protection de la donnée personnelle. On travaille avec beaucoup de données personnelles, donc on a dû se mettre en conformité. La troisième Le RGPD, tout le monde voit. Hein. Ok. Règlement général sur la protection des données, ouais. Ok. La troisième réglementation, la troisième confrontation qu'on a eue avec la souveraineté, c'est parce qu'on est une boîte d'IA aussi. On a beaucoup d'IA qu'on a créé nous-mêmes pour classifier la musique, faire des moteurs de recherche, etc. Et il y a de ça quelques années, quand les IA de musique générative sont arrivées, les majors notamment, et puis plus particulièrement Sony Music et Universal Music, ont demandé à tous les acteurs de l'IA qui avaient pignon sur rue de montrer comment est-ce que leurs IA avaient été entraînées. Donc nous, on a montré ça, mais c'est une deuxième éducation à ça. Et la dernière éducation à la souveraineté, c'est en effet le fait qu'avec l'administration Trump, on sait qu'on peut être coupé et bypassé relativement facilement ou espionné. Voilà. Après, il y a des problématiques. Donc quand je dis couper, c'est que tout simplement Amazon demain peut couper nos services. Meta, dont on utilise un framework qui s'appelle React pour faire notre application, peut couper l'utilisation de React. Google peut nous désindexer si à un moment donné ils ne sont pas contents avec ce qu'on fait, si on n'est pas suffisamment client chez eux, parce qu'on est trop chez AWS et pas assez chez Google Platform. Enfin, on est extrêmement dépendant, nous en tout cas, du cloud américain. Et clairement, c'est très compliqué de travailler entre guillemets son modèle économique et la pérennité d'une structure quand on sait que du jour au lendemain, avec un tour de vis, tout peut s'arrêter. Donc évidemment, on cherche des solutions pour que ça ne s'arrête pas. Merci. Clarisse, oui, peut-être 2 mots alors sur Artifarty Reset. Et puis pareil, comment est-ce que ces questions-là de souveraineté, on va peut-être un peu plus parler d'indépendance aussi de ton côté? Oui, alors moi je travaille chez Artifarty. Donc Artifarty, c'est notamment le festival Nuit Sonore, le club Le Sucre, donc on est basé à Lyon. Et nous, effectivement, c'est une association qui a plus de 25 ans. Et dès sa création, pour les fondateurs et les fondatrices, la notion d'indépendance était très importante. Donc nous, effectivement, on réfléchit plus en termes d'indépendance que de souveraineté. Et quand on dit indépendance, ça a commencé par la question de l'indépendance économique et financière. On voulait être dépendant de personne, ni de groupes privés, ni d'institutions publiques. En tout cas, on voulait multiplier nos dépendances, c'est-à-dire ne pas dépendre d'un seul acteur. Et du coup, c'est pour ça que la question du digital, du numérique, c'est devenu assez rapidement très important à nos yeux, puisqu'on vend des billets, donc la question du ticketing et des données, elle est évidemment très importante. Sur notre communication également, on en a parlé, mais
Aujourd'hui, Meta est quand même a la capacité de nous rendre visibles ou invisibles, de nous shadowban, etc. Très rapidement. Et quand on doit vendre des milliers de billets, forcément, ça pose question. Donc voilà, la question de l'indépendance, elle est vraiment au cœur de la façon dont on fonctionne. Et on a notamment créé un réseau européen qui s'appelle Reset Network, qui regroupe aujourd'hui, je crois, 135 à date membres. Et donc, ce sont que des acteurs culturels et des médias indépendants européens. Voilà, et on réfléchit à plein de choses ensemble, et notamment la question de l'indépendance digitale. Voilà. Alors, on a évoqué déjà pas mal de choses sur ce petit tour de table. La question c'est-à-dire une fois qu'on a pris conscience de ces problématiques, comment est-ce qu'on les déploie dans une structure de manière opérationnelle? Donc, Émilie, tu as déjà commencé un peu à expliquer que tu avais listé les outils que tu utilisais, etc. Tu as commencé à parler d'alternatives qui existent. Moi, avant d'aller vraiment sur les outils, j'aimerais qu'on pose la question des valeurs. C'est-à-dire que je pense que ces enjeux de souveraineté amènent à des questionnements en interne avec les équipes, peu importe la taille des équipes d'ailleurs, à se questionner sur pourquoi est-ce qu'on mène ces projets, qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre et quelles sont les valeurs qu'on y met. Et du coup, s'aligner avec ces valeurs dans le cadre de l'économie qu'on connaît et des outils disponibles, c'est parfois quelque chose d'assez complexe. Alors il existe des outils, on a parlé en préparant cette rencontre de chartes, par exemple RSE, certains d'entre vous ont déployé des chartes, on a parlé de certification aussi, j'aimerais peut-être qu'on commence par ça avant d'aller directement dans les outils. Qui a une charte RSE ici déjà? Alors tu veux commencer Rémi? Bon, pas nécessairement, mais j'ai une charte RSE. Après, l'impact est très faible à notre niveau. On a une charte RSE, mais on ne peut pas l'appliquer à nos serveurs. Oui, mais alors, cette charte RSE, elle est quand même un petit peu guide de la manière dont vous travaillez. En tout cas, elle pose un cadre de valeurs que vous essayez de tenir au maximum, puisqu'ensuite, on parlera des freins, bien évidemment, tout à l'heure, ça va être la suite. Mais cette charte RSE, il y a déjà une première méthode de réflexion, de déploiement. Comment ça s'est passé en interne? On est une relativement petite équipe qui travaille intégralement 100% en remote, quand bien même on a des locaux parisiens. On limite nos trajets, on limitait déjà nos trajets. Du coup, pour nous, la RSE, c'est plutôt une manière de sensibiliser l'ensemble des salariés à des valeurs communes sur notre responsabilité sociale et environnementale. C'est surtout environnemental parce que j'estime que notre valeur sociale, elle existe déjà, puisqu'en fait la valeur, on la rapporte derrière à des ayants droit, au secteur de la culture. On ne se vit pas comme Total Energy ou comme une boîte qui a un potentiel social néfaste. En revanche, sur notre impact environnemental, on essaye de faire le maximum dans ce qui est en notre pouvoir, mais ça s'arrête très très rapidement dès qu'on est confronté à l'hébergement de notre donnée et de notre application. Ok. Il est question aussi, on a parlé de certification, la norme ISO 20121. Clarisse, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, Artifarty a cette certification. Et en fait, c'est une certification où on s'engage sur des sujets pareils, sociaux et environnementaux, à respecter nos propres engagements. En fait, c'est assez intéressant parce que c'est nous qui nous fixons nos propres engagements. Et voilà, et nous, à l'endroit de Nuit Sonore, on réfléchit à plein de sujets qui soient notre impact effectivement environnemental, avec les mobilités, avec la gestion des déchets, avec le catering, etc. Mais également les questions d'inclusion, de diversité. Donc voilà, ça c'est un des moyens, mais qui est plus, je trouve, un tampon qui vient a posteriori que vraiment quelque chose qui nous motive. Enfin, c'est pas forcément ça le point de départ, quoi. Mais en tout cas, oui, on appose un tampon, quoi, sur ce qu'on fait. Ça permet, de mon point de vue, de réinterroger un petit peu ces usages et les outils qu'on utilise. Émilie, tu avais commencé à parler peut-être des outils, notamment
des outils du libre, de European Alternative. C'est-à-dire que quand on a ces questions de souveraineté en tête et qu'on se pose la question de comment déployer ces enjeux-là dans sa structure, on passe forcément par un espèce d'audit interne de l'ensemble de ce qu'on utilise. Et effectivement, c'est quelque chose que vous avez déployé dans la structure. Oui, alors comme on est 4 et en full remote, ça a été assez rapide. Mais en gros, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, là, on parle beaucoup de souveraineté numérique et les gens pensent France. Mais il y a un terme que j'ai vu passer de Tristan Nitto qui est vraiment très intéressant, qui vient du libre, qui s'intéresse beaucoup sur la question de l'impact écologique du numérique et qui, lui, parle plutôt d'autonomie numérique, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur du national, mais sur le côté, on est autonome vis-à-vis de l'acteur principal, donc européen, quoi, notamment vis-à-vis d'Amérique et donc des outils européens. Donc moi, voilà, je me suis inscrite dans cette démarche-là. Deux choses. La première, c'est qu'effectivement, j'ai été regarder ces alternatives patiemment. C'est vraiment génial. J'adore geeker, donc là, j'ai bien servi. Il y en a qui sont libres, il y en a qui sont propriétaires. Mais après, la question, c'était effectivement de s'interroger sur nos valeurs. Donc on a une charte qu'on appelle une charte éthique. Évidemment, surtout la question, genre l'inclusion, la responsabilité, le RGPD, l'écologie, etc. En fait, deux choses se sont posées. La première, c'est qu'effectivement, dans le cadre de la communauté payante qu'on a autour de l'artiste, le numérique et la musique, on lance des masterclass, et j'en ai fait une, qui était un peu genre une manière de résumer toute cette démarche qui était les 7 critères pour choisir des outils numériques alignés avec ses valeurs. Et donc, notamment, il y avait le critère de l'éco-responsabilité, le critère du RGPD, le critère de... alors, je l'ai appelé whiplash, mais par rapport au fait que quand il y a un outil qui commence bien, mais qui après, du coup, change un peu, donc j'aurais dû l'appeler enshittification, qui est le terme de Cory Doctorow, qui les Québécois ont traduit par la merdification d'une appli, qui Très du joli. coup ne sert plus ses utilisatrices de départ. Enfin, il y a plein de critères sur effectivement. Donc j'avais été regarder en disant, en fonction du critère que chaque personne va prioriser, tel outil va être préférable. C'est pas un truc figé en fait. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je me suis énormément penchée sur l'IA, évidemment. Et comme tu disais, en fait, dès que tu commences à arriver sur l'IA et tous les gains de l'IA qui sont genre la productivité et l'automation, tu te rends compte qu'en fait, ça ne marche que si jamais tu connectes tes outils avec plein d'outils américains. Et donc, c'est un peu genre souveraineté ou productivité, il faut choisir. C'est très compliqué d'essayer de réconcilier ça. Donc, pareil, ça veut dire que quand tu es dans une démarche de migration et ou de souveraineté ou d'autonomie numérique, tu es obligé de te poser ces questions, de tes valeurs, de la priorisation de tes valeurs, et confronté au réel de ton activité ou de tes diverses activités. Donc effectivement, c'est un exercice tout à fait passionnant, mais qu'il faut prendre le temps de faire parce que si on commence à le faire trop vite, et sans se poser toutes les questions, on se retrouve en fait genre, zut, j'ai commencé à adopter un outil et je veux revenir en arrière parce que j'en ai trouvé un autre. Donc pour éviter le syndrome de je change de fil, parce que je veux être sûre d'arriver plus vite, au final ça ne change rien, c'est bien de se poser ces questions au départ. Et tu parlais de migration, peut-être de serveurs, etc. Vous êtes tous les deux, Rémi et Duong, je crois, avec Amazon sur les questions de serveurs. Vous voulez en dire 2 mots à cet endroit ? Moi, je suis sur Amazon parce que c'était en tout cas à l'époque où nous on a commencé à développer nos systèmes applicatifs et où on a commencé à héberger de la donnée. C'était le service hégémonique qui nous permettait d'être disponible partout dans le monde et de passer et d'avoir un niveau de sécurité qui était suffisamment satisfaisant pour nos clients. Aujourd'hui, je connais toujours pas d'alternative à Amazon. Alors, il y en a une qui s'appelle Google Cloud Platform, mais ça en revient un petit peu au même. Et si demain on devait migrer chez un acteur européen, la problématique pour nous, ça serait d'avoir un acteur européen qui aurait la même disponibilité de la donnée partout dans le monde, qui aurait le même niveau de service, donc en gros les mêmes serveurs, les mêmes systèmes préapplicatifs au sein de leurs serveurs, qui aurait un prix compétitif, qui aurait une compatibilité avec la donnée qu'on a aujourd'hui, et qui aurait déjà, c'est un peu là le mouton à 5 pattes, qui aurait déjà une notoriété suffisante auprès de mes clients pour les rassurer dans la migration de la donnée. Donc au final,
Un client, moi, va me dire avec qui est-ce que vous bossez, chez qui est-ce que notre donnée est hébergée. Si je lui dis AWS ou Google Cloud Platform, je montre pas de blanche. Si je lui dis c'est petit acteur européen que personne ne connaît, là, il va me demander énormément de produire énormément de documents de sécurité pour prouver que la donnée est hébergée de manière safe. Et donc ça, c'est une énorme barrière à l'entrée. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça pose vraiment au centre la notion de confiance. Littéralement. Et aujourd'hui, cette confiance-là qui a été consolidée par Amazon, Google, etc., on se rend compte que si on souhaite changer, on va dire, d'opérateur à cet endroit-là, on est obligé de retravailler cette confiance vis-à-vis des clients. Indéniablement. Ouais. C'est-à-dire que si on voulait faire émerger un acteur européen, il faudrait donc qu'il soit compétitif en termes de prix, compétitif en termes de disponibilité globale, compétitif en termes de services, donc des services ISO avec les services de GCP et AWS. Et il faudrait qu'il soit compétitif en termes de notoriété et de réassurance auprès des clients. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et une fois qu'on aurait un acteur comme ça, il faudrait ensuite convaincre les utilisateurs de migrer vers cet acteur. Et c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que nous, on est une TPE ou une PME de la tech. Je ne considère pas du tout start-up, mais TPE de la tech. Nos dépenses AWS, c'est autour de 10 000 euros par mois. Donc ça fait 120 000 euros par an. À cet effet, on est de temps en temps chassé par des commerciaux de chez Google, qui est le concurrent direct d'AWS. Google nous offre 200 000 euros pour migrer chez Google. À l'heure actuelle, ce n'est pas rentable pour nous de migrer chez Google malgré ces 200 000 euros parce que ça va nous mettre en retard sur une roadmap de 6, 7, 8 mois, mobiliser notre équipe technique et le gain final n'est pas forcément intéressant pour nous. Ça voudrait dire aussi que si on avait un acteur européen qui émergeait, il faudrait qu'il soit compétitif aussi en termes de migration. Donc si demain on voulait investir dans un cloud européen, il faudrait subventionner ce cloud de manière extrêmement forte pour faire émerger ces data centers, émerger ces technologies, rendre ces technologies compétitives malgré l'absence de clients au début, ça va être extrêmement compliqué, donner les moyens à ce cloud européen de convaincre et ensuite subventionner les sociétés qui voudraient migrer vers ces clouds pour que ce soit attractif, tout simplement. Oui, là on est vraiment sur les freins. Là, c'est-à-dire que tous les freins, voilà. Là, si on t'écoute, la souveraineté numérique des acteurs européens et français, c'est pas pour demain, quoi. Elle est extrêmement coûteuse. Elle est extrêmement coûteuse, c'est une autre façon de le dire. Duong, peut-être, sur cette question des serveurs justement et des données traitées, comment est-ce que vous avez intégré cette question de la souveraineté Alors nous, on a une problématique inverse parce qu'on est plus jeune, plus petit et on a moins de clients demandeurs en termes de sécurité informatique. Parce que moi, je le répète toujours, la réputation ne fait pas la sécurité et malheureusement, même les gros sont assujettis à des incendies, à des vols de données. Et en fait, c'est très vrai. Hein. Non, tu as complètement raison. En fait, il faut pas. Je pense que c'est pas nous les éditeurs le problème, c'est que c'est plutôt les clients qui pensent que parce qu'on est chez Google et Amazon, on aura moins de risques ailleurs. En fait, non. C'est vraiment la responsabilité de l'éditeur de bien faire les choses. Et au final, ça arrive même à des Français. OVH a perdu un data center. Voilà. Moi, j'ai perdu un serveur dedans. Mais comme les données étaient, on va dire, sauvegardées, répliquées, ça pose pas de problème. Mais de mon point de vue, je pars avec un avantage où je n'ai pas de clientèle qui m'impose le choix de mon serveur, parce que ce n'est pas encore à leur niveau. Mais je suis d'accord, j'ai déjà eu des gros clients qui m'ont demandé par le passé, dans une autre entreprise, pourquoi vous ne travaillez pas avec un acteur du leader du marché, parce que dans leur tête, les certifications de sécurité suffisent à garantir une sécurité, ce qui est absolument faux. Mais quand on veut signer un client, bien sûr, on est obligé de faire ce qu'on demande de faire. Par contre, moi, je suis plutôt dans... j'essaie de faire de l'apprentissage aussi, d'évangéliser en disant que moi, mon rôle en tant que petit éditeur, déjà, c'est d'essayer de me battre avec des gros leaders. Donc, si j'arrive pas à le faire parce que les acheteurs ne me font pas confiance, moi, déjà, j'essaie d'appliquer une réciprocité, de dire que moi-même, quand je travaille avec mes prestataires, j'essaie aussi de diversifier les prestataires avec qui je travaille
pas qu'avec des leaders du marché américain tout le temps, mais j'essaie aussi de faire en sorte que mon offre puisse faire vivre aussi des petits acteurs français, des startups, parce que j'en suis une. Et je me dis que déjà, si on arrive à se soutenir ou à consommer nos propres services dans notre écosystème, déjà, c'est un premier pas. Moi, j'ai signé la charte de la French Tech, hein, je choisis la French Tech. Normalement, elle est adressée aux boîtes du CAC 40 et aux grands comptes. Moi, je l'ai signé en tant que petite boîte parce que je sais qu'il y a des services qui sont proposés par des startups françaises qui aujourd'hui viennent dans mon process de travail quotidien et qui délivrent la valeur. Donc déjà, je commence par travailler avec ces acteurs-là, des petits. Je leur donne, entre guillemets, du chiffre. Ça leur crée des emplois et moi, j'espère que derrière, ça va me permettre aussi de montrer que si je le fais à mon niveau, mon client, mon décideur en face, il peut faire la même chose et travailler avec moi aussi. Voilà. Ok. En fait, tu travailles la résistance au changement des interlocuteurs que tu as en face de toi pour leur indiquer d'autres possibilités, d'autres voies possibles. Si on leur montre que c'est possible, peut-être que ça va faire une petite étincelle et se dire s'ils arrivent à le faire, peut-être que moi je pourrais bosser avec un petit, avec un Français, avec un Européen, même si je suis d'accord, c'est pas toujours le même périmètre de service, la même garantie de service, mais on peut toujours le faire. Alors ça demande beaucoup de travail aussi en tant qu'entreprise, parce que c'est plus simple pour moi de dire je mets tout mon cloud chez OVH, Scaleway ou un autre acteur américain et j'en parle plus, c'est fini. Mais moi, j'ai plutôt pour optique d'essayer de distribuer, d'avoir la meilleure proposition de valeur régulièrement. Et il faut dédier des ressources à ça. Ok. Pardon, mais c'est marrant parce que quand on parle de confiance, c'est comme si les gens confondent confort et confiance. C'est je suis habitué à, donc j'ai confiance. C'est genre super dangereux, mais c'est contre ça, je pense qu'on doit... Ouais, ça tient alors, le côté confort, il est du point de vue, à mon avis, du directeur technique chez Sony Music, chez Warner, chez Universal ou chez Publicis, chez Dentsu, avec qui on travaille aussi, où lui, en fait, va nous passer un questionnaire de manière annuelle, un questionnaire qui doit faire à peu près 200 questions sur nos politiques internes de sécurité, etc. Et le fait de cliquer sur le bouton AWS ou GCP enlève déjà 100 questions sur les 200. Donc, il n'y a pas photo. Alors, comment lutter avec ça Je ne sais pas. Il faut demander au directeur technique de chez Sony. Voilà, c'est ça. De rajouter un provider. Le travail est d'abord chez eux. Ok. Et justement, vous faites ce travail d'acculturation, c'est-à-dire que voilà, ces clients ou ces partenaires, vous expliquez, vous avez l'impression que c'est entendu un petit peu comme discours aujourd'hui, ces endroits de souveraineté, c'est les enjeux pour vous et donc vous souhaitez mieux travailler à cet endroit avec vos clients ou partenaires. C'est quelque chose qui est entendu, entendable ou pas du tout? Pour moi, pas du tout. Enfin, en gros, mes clients déjà, mes clients sont pour beaucoup soit des petits acteurs, soit des très gros acteurs. Donc, quand ce sont des très gros acteurs, ce sont eux qui ont les questionnaires de sécurité dans les mains et eux vont demander à ce qu'on travaille, enfin, m'inciter extrêmement à continuer à travailler avec des acteurs très bien identifiés. Les petits acteurs, eux, ils ont surtout leur retour sur investissement en ligne de mire. La sécurité de la donnée, c'est moi qui leur garantis en leur disant nous, on a tout mis en place en parallèle pour sécuriser vos données. Mais c'est une question qu'ils ne m'ont jamais posée. Okay. Je pense qu'il y a, comme Émilie le disait, il y a un équilibre à trouver entre la souveraineté totale et la productivité, mais surtout le budget. Parce que avoir une solution souveraine quand on est un Européen, souvent ça demandait plus d'argent que d'avoir une solution prête à l'emploi américaine, en tout cas sur laquelle on n'a pas de maîtrise de la souveraineté derrière. Donc il faut accepter le prix de payer un peu plus cher pour avoir quelque chose de chez soi. Et ça, c'est complexe. Et moi, je peux rebondir sur les petits acteurs, parce que du coup, nous, on est à échelle de proximité, on va dire. C'est une question qui commence à infuser, c'est-à-dire que moi je fais mes petites masterclass, j'en parle de comment nous, dans l'artiste, le numérique et la musique, comment à l'échelle d'Uni, on a fait notre migration, on se pose ces questions. Et j'ai de plus en plus généralement c'est des gérantes de TPE, parce qu'on est vraiment là-dessus, indépendants, qui disent
C'était pas un sujet, mais je vois que tu commences à y réfléchir et je commence à me poser des questions. Et donc c'est comme tout, c'est pas du jour au lendemain, genre ça y est, j'ai mis un billet et j'ai mon nouveau truc tout prêt. Parce qu'effectivement c'est une démarche, parce qu'il faut se poser plein de questions et donc il y a un cheminement à faire et qu'en fonction de chaque organisation, ça prendra des formes très différentes. Mais je sens qu'il y a en tout cas une prise de conscience, notamment des plus petits acteurs qui se disent ah, c'est pas parce que je suis petit que je ne peux pas faire quoi que ce soit, que je vais donc attendre que les gros aient réglé le problème, parce qu'en fait, ils commencent à se dire, il y a peut-être un chemin, même si c'est à la marge, voilà, un coup c'est genre on ne dépend plus d'un drive Google, un coup c'est ceci, un coup ça dépend de quel outil, et c'est voilà, cette progression, c'est une migration très progressive qui peut prendre 2 mois, qui peut prendre 2 ans, mais c'est une démarche en fait, et donc je sens que ça commence, ça frémit. Voilà. Alors justement, ces démarches-là, effectivement, il y a on va dire des initiatives individuelles de structures qui s'emparent de ces sujets et qui les travaillent. Mais on a aussi justement la notion de collectif, la notion de groupe de travail. Clarisse, je voulais évoquer ça avec toi, puisque dans le cadre de Reset, il y a un groupe de travail qui réfléchit autour des questions d'éthique, autour des questions numériques. C'est intéressant aussi parce que c'est sur une échelle européenne. Et ça permet à différents acteurs de se questionner collectivement et d'amener aussi des pistes de réponse, ou en tout cas de réfléchir à des endroits on va dire de solutions, de bascule. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots justement de ce GT ? Oui, et effectivement, au sein donc, du réseau Reset, on a créé un groupe de travail où aujourd'hui on est une vingtaine de personnes qui nous réunissons régulièrement pour réfléchir à ces questions-là. Et nous, l'idée, c'est vraiment de venir s'outiller puisqu'on est des acteurs culturels et des médias. Donc, c'est un petit peu moins technique notre travail au quotidien que vous qui avez des serveurs, etc. Donc il nous manque pas mal de la connaissance sur plein de tous ces sujets-là qui sont quand même assez compliqués, quoi. Donc du coup, on vient vraiment travailler ensemble pour faire une mise en commun des différentes choses qu'on a pu observer et observer comment on travaille tous et toutes et vraiment réfléchir et qu'il y ait une émulation collective qui puisse à la fois infuser nos pratiques chacune dans nos structures et puis aussi les pratiques du réseau parce que nous aussi on se sert de pas mal d'outils techniques. Et puis ça, donc c'est vraiment comment est-ce qu'on travaille collectivement. Et après, nous, il y a aussi une dimension plus politique de plaidoyer. Ce réseau, il est à la fois pour nous outiller, mais aussi faire entendre nos réalités à des décideurs et des décideuses politiques. Et donc, on a par exemple adressé une lettre ouverte à la Commission européenne, puisque on est financé par le programme Europe Créative. Et il n'y a aucun critère d'éthique à l'endroit du digital quand on remplit un dossier pour être financé. Si on a un impact environnemental qui est faible, on a des points en plus. Mais si on a des pratiques digitales qui sont plus éthiques, c'est pas du tout valorisé. Donc par exemple, c'est de ce groupe de travail-là qu'on a pu faire sortir cette lettre ouverte. Et aujourd'hui, on a plus d'une centaine de signataires et je vais pas essayer de faire l'accord, signatrice. Donc que des structures culturelles et des médias qui sont financés par ce programme-là. Donc voilà un exemple de manière dont nous, on peut travailler à l'endroit de l'indépendance. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a de la ressource qui est produite à cet endroit-là. En échangeant, en préparant, on a parlé d'un document que vous pouvez trouver en ligne qui s'appelle Dismantling Digital Dominance in Culture, Exploring Alternative Model to Tech Giants, qui est, alors pardon pour mon accent, mais qui est quelque chose d'assez intéressant où en fait vous recensez différentes pratiques, différentes bonnes pratiques qui du coup sont documentées avec des traces, avec une explication un petit peu du cheminement et les outils utilisés et comment les personnes s'en sont emparées. C'est assez utile. Et puis, vu qu'on est aussi sur les outils, Émilie, tu parlais un petit peu tout à l'heure de alternatives. Alors, est-ce qu'on va donner l'adresse du site ? Oui, pourquoi pas. Européenne-alternative au pluriel.eu.
qui recense énormément de choses. Tu es allé piocher là-dedans pour... Ouais, c'est devenu ma Bible. Ouais. C'est pas mon truc de chevet parce que voilà. Non, oui, c'est un site vraiment bien parce que vous cherchez un nouveau navigateur. Du coup, j'ai fait trop bien. Je ne connaissais pas Moulvad qui est suédois et donc je suis allée le télécharger. En gros, j'ai plusieurs activités, donc j'ai plusieurs navigateurs par type d'activité et donc Moulvad, c'est surtout ce qui est formation. Du coup, par contre, j'ai gardé un onglet Chrome où je mets juste les trucs des adresses Gmail parce que parfois j'en ai besoin pour certains trucs, mais c'est mes adresses un peu poubelles en fait. Donc mais globalement, en fait, l'idée d'avoir cette ressource-là, mais aussi une fois que j'identifiais une ressource qui me paraissait pas mal, alors sur le site, il vous explique s'il y a une petite feuille verte, s'il y a une démarche écologique, donc ça vous aide. Ça vous dit aussi sous quel type de régime, si c'est RGPD au niveau européen ou suisse, parce qu'il y a des outils suisses aussi dedans. Et après, donc ça fait des petits bonus. Et après, moi, je suis allée sur les sites de chaque outil, je suis allée regarder s'ils ont une page qui dit voilà ce qu'on fait pour notre impact carbone, voilà comment on respecte. Je vais dans les trucs des termes de service pour savoir exactement où sont stockés. Bon, je suis un peu psychopathe là-dessus, mais ça m'a fait du bien de me plonger là-dedans. Et après, j'ai testé des choses en fait. Donc globalement, en fait, il y a des alternatives pour absolument tout. Le truc que j'ai trouvé le plus difficile, c'était le paiement. Alors j'allais y venir. Voilà. C'est-à-dire les alternatives sur le... J'allais te dire, mais du coup pour le paiement, comment tu fais? Puisque voilà, sur les questions de centralisation des banques, sur les questions de PayPal, comment est-ce qu'en fait on peut s'émanciper de ces choses-là. Alors on va peut-être pas parler aujourd'hui du crack qu'il y a eu hier sur les bitcoins et compagnie. On va pas parler des cryptos, mais voilà, sur le paiement, tu as un label, tu vends des disques, voilà, comment est-ce que tu fais pour réfléchir à ces questions de souveraineté justement? Alors typiquement, en gros, nous, donc généralement, vous allez avoir PayPal, vous allez avoir Stripe. Globalement, donc nous sur certains trucs on s'est dit ok, en fait on va tout basculer sur un compte Shopify qui est canadien, donc ça j'étais très contente de le découvrir et qui n'est pas le 51e état américain, donc voilà, tout va bien. Donc on a mis un certain nombre de choses sur Shopify parce que sur Shopify on peut connecter avec son compte en banque directement, donc en fait ces paiements passent. Alors on a encore laissé pour l'instant PayPal parce qu'il y a une question d'accessibilité des gens qui n'ont pas forcément leur CB en tête mais qui ont un compte PayPal, donc ça c'est une espèce de dissonance cognitive qu'il va falloir qu'on tranche. Mais globalement, j'ai trouvé, donc il y a Molly qui est des systèmes de paiement néerlandais, il y a Stancer qui est français, et donc on l'avait téléchargé, on avait fait tout le truc, créer le compte, et puis en fait, pour pouvoir l'utiliser, il faut se mettre sur WooCommerce, et donc j'étais là, c'est un peu compliqué. Donc on est passé sur Shopify parce que ça simplifie la question et c'est canadien, mais effectivement, la question du paiement, et donc par exemple Bandcamp, passer obligatoirement, alors on peut payer avec une CB, mais pour récupérer son argent, on est obligé de passer par PayPal. Ils sont en train de faire une migration pour s'éloigner de PayPal, mais maintenant c'est via Stripe. Donc bon, il y a des choses qu'on ne peut pas, parce que le paiement c'est extrêmement compliqué. Oui. C'est un casse-tête total, et donc évidemment quand on a une certaine masse critique, on peut se permettre d'être attractif sur ce genre de choses. Donc bon, pour l'instant, voilà, on se dit il y a un angle mort. Cet angle mort, enfin on a bien conscience. On va essayer de faire des migrations sur le reste, mais encourager aussi les gens de plutôt passer par tel acteur ou Shopify ou autre, ou d'envoyer des chèques, etc. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a des goulets d'étranglement qu'on n'a pas encore la capacité de résoudre. Merci. Avant qu'on passe peut-être à la dernière question, dernière phase, il y a un sujet qu'on a un peu pointé, c'est celui des IA. On n'est pas encore rentré vraiment à cet endroit-là dans ce sujet, mais on a évoqué avec plusieurs d'entre vous justement ces avantages concurrentiels aujourd'hui qui sont en fait ces IA qui aspirent, enfin qui sont poussés par les structures dans leurs services. On vous encourage très fortement à les utiliser. Du coup, les données que vous allez saisir dans ces IA vont aller entraîner ou pas, parce que finalement, vous n'avez peut-être pas moyen de savoir si elles vont entraîner les différents algorithmes. Est-ce que voilà, c'est des choses qui vous interrogent aujourd'hui? Enfin, déjà, peut-être on peut expliquer comment est-ce que les structures poussent les IA, en tout cas vous proposent des services IA et dans quel objectif? Et ensuite, comment est-ce que vous réfléchissez finalement à contrecarrer ces choses-là? Qui veut commencer? C'était vague un peu, non, comme question? Non, je vais piquer dedans, puis Allez. La dernière partie de ta phrase, c'est comment est-ce que ces acteurs nous
nous incite à utiliser de l'IA. Ça, c'est assez simple, hein. En gros, la première phase d'approche, elle est gentille. C'est on a des IA à disposition. Certains modèles sont open source. Les autres sont disponibles par API. Donc, c'est vraiment pick and serve. Et puis, c'est rémunérateur. Enfin, c'est payé au token. Donc, c'est pas très coûteux au départ. Il y a une approche un petit peu plus violente. Alors moi, je ne l'expérimente pas, je ne suis pas un suffisamment grand groupe, mais il commence à se savoir que certains titres de presse qui n'utilisent pas l'IA Gemini commencent à être désindexés de Google parce que Google se bat contre, entre guillemets, les produits IA, enfin les articles générés par IA. En réalité, ils se battent contre les articles générés par IA des concurrents. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça, ça fait partie des choses qui sont un peu plus coercitives. Et puis la réalité, c'est que nous, on est revendeurs de drogue, en fait, on est des dealers de quartier. C'est-à-dire que OpenAI, nous... il va falloir que tu expliques. Hein. OpenAI, en gros, vous a invité tous à utiliser ChatGPT, que vous utilisez peut-être de manière plus ou moins pertinente, soit pour une recette de cuisine, soit pour coder des éléments, des choses beaucoup plus complexes. Et puis, vous êtes maintenant habitué à cet usage. Donc, vous allez le vouloir, ça devient un standard pour vous et dans l'ensemble des sites auxquels vous allez être confronté au quotidien, que ce soit des sites indépendants français comme le mien, avec des budgets qui sont relativement faibles, ou des sites comme des sites énormes, des sites e-commerce ou autres sites énormes, vous allez vous attendre à ce qu'il y ait une recherche par langage naturel ou un accompagnement ou un assistanat par langage naturel. Ça, en fait, c'est impossible. En fait, il y a un seul acteur français qui tente il y a 2 acteurs français qui tentent de faire des LLM avec plus ou moins de succès. C'est Mistral et Lucie. Et puis en réalité, c'est pas terrible. Donc au final, nous, quand on intègre des solutions comme ça dans nos systèmes applicatifs, nous qui possédons d'autres IA, on ne peut pas créer des IA de ce niveau-là. On est obligé d'aller chercher ces IA-là chez ces acteurs-là et de vous les mettre à disposition dans des wrappers, en gros. Hein, c'est ce que fait tout le monde. Il n'y a pas de secret là-dessus. Et donc, nous, on va vous revendre, en gros, quelque chose qui, en gros, OpenAI nous dit, prends des abonnements chez nous, puis revends-les à tes clients. Et vous êtes accoutumé à ça. Vous êtes drogué. Enfin, en gros, l'utilisateur final est drogué à ça. Et puis il y a une demande de plus en plus forte à cet endroit aussi. Hein. Les utilisateurs souhaitent s'en emparer de plus en plus. Oui, pour eux, c'est un standard. Ouais. Dion, peut-être à cet endroit. Ouais. Oui, alors je confirme, nous on est totalement drogués. En tant qu'éditeur de logiciels, aujourd'hui l'IA est chez nous quotidienne, à tous les niveaux, parce que ça nous fait gagner du temps versus le coût que ça représente. Maintenant, on est plutôt dans un enjeu de comment bien utiliser l'IA, alors frugalement, pour éviter des requêtes un peu bêtes qu'on peut avoir dans un moteur de recherche et utiliser l'IA pour ça. Et surtout, tu en parlais, hein, aujourd'hui, les résultats délivrés par les LLM de Google ou de Mistral ne sont pas au même niveau. Pas du tout. Mais du coup, on a réussi à intégrer Mistral dans nos moteurs pour délivrer la valeur sur ce qui est attendu sur certains jeux de données. Déjà, c'est moins cher que Google. En fait, on a réussi à diviser par 10 le budget IA en passant de Google à Mistral sur certains traitements. Mais on est toujours bloqué avec Google parce que, pour vous expliquer, nous, avec Ticketr, on fait un référencement des offres culturelles, des concerts notamment. Et à un moment donné, on va générer de la métadonnée. Et une partie des métadonnées qu'on veut générer, c'est de la description. Donc, est-ce que c'est une salle de concert, un restaurant, un bar, ce genre de choses. Et aujourd'hui, en France, la donnée est principalement référencée chez Google Maps. On a regardé OpenStreetMap, il n'y a rien, ou très peu de données. Donc, on est obligé d'utiliser les API de Google pour collecter ces informations-là. Alors, heureusement, au lieu de faire ça, on va dire comme une vache à lait, de tout tirer et de choisir au milieu, on ne balance que des requêtes très précises sur les API Google Places pour récupérer les données qu'on veut collecter, ce qui permet déjà de réduire le budget et de limiter l'utilisation de l'IA. Mais c'est vrai qu'on est encore bloqué par ça. Et aujourd'hui, en fait, notre moteur d'IA derrière utilise plusieurs providers différents. Parce qu'on n'a pas le choix, mais si on peut, on essaie de distribuer vraiment les requêtes sur plusieurs systèmes différents et j'espère des systèmes souverains et français. Alors, à vous écouter, parce qu'on va approcher un petit peu de la fin de notre temps, là, à vous écouter, on pourrait se dire que la bataille est perdue d'avance. Est-ce que c'est une réalité ?
et peut-être essayer de se projeter à moyen terme. Comment est-ce qu'on pourrait contrecarrer cet état de fait et cette domination assez forte des magmas dans cet écosystème-là musical? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Une volonté politique? Est-ce qu'on pourrait imaginer, tu as commencé à en parler peut-être un petit peu, volonté politique, financement, peut-être aussi de changer un peu ses attentes, ses manières de penser ses activités? Qui veut démarrer? Alors, Ne vous battez pas. Non, non, pas de souci. je vais démarrer, mais Ouais. bien sûr, au-delà de la volonté politique, je pense qu'il faut une volonté des acteurs déjà. Ok. Parce que les données, elles sont aujourd'hui... Voilà, pour reprendre l'exemple de Google Maps, les gens mettent leurs infos dessus parce que tout le monde connaît Google Maps et parce que c'est le leader du marché. Mais si on commence à les mettre sur d'autres services comme OpenStreetMap, ça va donner de la valeur aux autres services. Et donc moi, je suis plutôt dans l'idée de dire, demain, je vais collecter de la donnée, je vais en générer et je vais peut-être en mettre moi-même, je vais contribuer en alimentant des projets de mutualisation de données comme OpenStreetMap qui sont ouverts. Parce que sinon, en fait, on va alimenter la machine américaine qui va nous revendre derrière le service plus cher. Et en fait, on se retrouve coincé parce qu'en fait, on est les premiers à alimenter, entre guillemets, notre cauchemar. Donc, si on veut vraiment que ça sorte de ça, il faut commencer par rompre la chaîne et en donner aux autres. Si on n'en donne pas aux autres, on va rester bloqué. C'est-à-dire ne pas hésiter à faire confiance aux indépendants, se rapprocher d'eux, limite travailler et grandir peut-être avec eux, faire grandir les projets ensemble pour casser cette chaîne-là. Oui, Rémi? Pour moi, c'est pas du tout perdu. Ce sera jamais perdu en fait. Mais c'est juste, est-ce qu'on veut le faire maintenant, ou est-ce qu'on veut le faire dans 10 ans, ou est-ce qu'on ne veut pas le faire? Ouais. La réalité, c'est que le premier axe, c'est celui du régulateur. Donc en gros, il y a la RGPD. Il y a DMA, DSA, donc typiquement avec DMA, demain Google Maps va devoir partager ces données générées par l'utilisateur avec OpenStreetMap. Donc on va pouvoir retrouver cette donnée aussi ailleurs. Ça, c'est vraiment des avancées du régulateur. Et derrière, le régulateur, bon, il donne un cadre juridique qui permet une concurrence un petit peu plus égalitaire, un peu plus, en gros, des armes à tout le monde. Mais il y a le côté infrastructure. Donc, est-ce que demain, on a un cloud, une IA européenne qui est safe, d'un niveau de compétitivité similaire à celui que nous offrent les GAFAM Magma? À voir. Là-dessus, pour moi, il faut flécher si on veut ça, il faut flécher l'ensemble des subventions données aux sociétés du numérique vers ça. Et en gros, la subvention, ça va consister à créer des data centers verts, si possible, Oui. créer des boîtes d'IA vertueuses et protectrices du droit d'auteur, si possible. Mais derrière, ça veut aussi dire les contrôler, puisque utiliser Mistral aujourd'hui, déjà, c'est peut-être un peu moins cher, mais c'est beaucoup moins bien, hein, comme Lyong l'a dit. Et puis demain, j'ai aucune garantie que Mistral ne soit pas racheté par Apple. Eh Donc oui. au final, j'aurais énormément investi dans Mistral, et puis demain, ça revient exactement au même que si j'étais parti bille en tête sur OpenAI, AWS ou Gemini. Ça change rien. Donc il faut une pérennité, un vrai plan en fait là-dessus. Et subventionner, quand on subventionne le du numérique demain, c'est peut-être pour les inciter à migrer et pas pour les inciter à développer plus d'outils, etc. À migrer vers le cloud européen. Justement, si on peut s'attarder là-dessus, on parlait des infrastructures, donc le cloud, etc. en dur. Hein, là, on parle d'installation en dur. Toi, tu parlais aussi de subventionner les acteurs de la musique sur des questions de migration de leurs données. Oui. Donc, Oui, toutes les boîtes, à mon avis. C'est-à-dire ouais. que si moi, demain, je dois migrer, je sais que mon coût, il est à peu près de 200 000 $. Alors, Google m'offre ces 200 000 $ pour migrer chez eux, mais ça ne m'intéresse pas, puisque au final, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. En revanche, si demain, il y a un cloud européen, je serais prêt, moi, à faire un effort substantiel. Mais je ne peux pas mettre ma société à risque pour migrer sur un cloud européen. C'est contre-productif. Ok. Sur l'expérimentation, Clarisse, on évoquait ensemble en préparant le fait de réinterroger ces usages. Tu me disais que parfois on se crée des besoins là où on pourrait peut-être réfléchir différemment. Est-ce que c'est pas aussi un endroit pour assurer la souveraineté numérique des acteurs, c'est-à-dire revoir un peu, réinterroger les besoins et dis-moi. Oui, effectivement, à l'endroit des acteurs et actrices culturelles, notamment indépendants, on a la chance d'être des acteurs qui sont assez flexibles, adaptables, de par notre taille.
Et donc du coup, nous, le fait de réfléchir ensemble, ça nous amène à nous dire que parfois, oui, on a été biberonnés à des outils qui émanent de la Silicon Valley et en fait qui nous ont créé des besoins dont on n'a pas forcément, en fait, qui sont pas forcément nécessaires à notre fonctionnement. Et donc nous, on est totalement pour l'expérimentation de différents outils. Par exemple, à l'endroit de Reset, on utilise la suite de Framasoft. Je ne sais pas si certains la connaissent, elle est un peu chaotique, mais elle est aussi chaotique par rapport à nos habitudes. Et en fait, quand on se met bien le nez dedans, on cadre vraiment nos pratiques, elle est totalement suffisante. Par exemple, pour le réseau Reset, nous, elle remplit tous nos besoins. Donc effectivement, je pense que l'apport des indépendants, c'est vraiment de pouvoir expérimenter, tenter, mettre des choses en place et c'est ce qu'on essaye de faire avec le réseau Reset et ensuite chacune dans nos pratiques des différentes structures. Et je pense que c'est aussi une piste de revoir nos soi-disant besoins, quoi. Émilie, quelque chose à rajouter? Oui, moi allô, oui. Allô. Allô. Je voulais revenir sur en gros 3-4 axes. En fait, le premier, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'idée d'y aller progressivement. On n'est pas obligé de se mettre la pression parce que c'est pire. Voilà. La deuxième, c'est de mener par l'exemple, en fait. Donc, ça rejoint aussi ce que tu disais, Dion, c'était dit, et toi aussi, Clarisse, c'est vraiment, on commence, on expérimente, on avance, et puis du coup, on fait gagner du temps aux gens qui vont s'y mettre un peu plus tard parce qu'ils disent « Ah, bon, ils y sont arrivés ou elles y sont arrivées, pourquoi pas moi ?» Il y a le troisième axe, c'est effectivement au niveau des critères de la subvention, mais même au niveau national. Donc, typiquement, à la commission innovation du CNM, on a rajouté des questions dans les formulaires de demande d'aide dans la commission innovation du CNM parce que donc j'en fais partie et donc pour justement intégrer plus de questions sur non mais concrètement tu vas faire une IA mais quel est ton impact RSE là-dessus aussi, quelles sont les questions autour de la souveraineté numérique, de comment tu entraînes tes données, etc. Donc ça c'est des questions qu'on a intégrées et qui seront appliquées dans les dossiers à partir de 2026. Donc voilà. Okay. Et le dernier axe, c'était effectivement en reprenant cette masterclass que j'avais donnée sur les 7 critères pour choisir des outils numériques alignés avec ses valeurs. En fait, j'ai réfléchi parce qu'en fait, je me disais, soit tu es à fond sur l'écologie et tu connais tout, soit tu es à fond sur la tech et tu connais tout. Mais moi, je suis juste une petite gérante de TPE. Je veux avancer, mais aligner avec mes valeurs, mais quand même faire mon travail. Et donc, à partir de là, l'idée, c'était je suis en train de travailler sur le fait d'adapter cette masterclass en programme, via peut-être de la formation. Oui. Mais pour qu'en fait, les gens soient empouvoirés de se dire « Ok, j'ai des repères et après, je peux faire mes choix moi-même. » Mais qu'au moins, on donne des repères. Oui, il y a cette question d'acculturation qui est extrêmement importante et c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs aujourd'hui. Je crois qu'on arrive doucement vers la dernière minute de cette table. Donc vous l'avez compris, c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet de fond, pas évident à traiter en 1 heure de temps parce qu'on aurait pu aller creuser un peu, on aurait pu tirer tous les fils de ce qu'on a évoqué là ensemble. Par contre, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra à disposition sur le site du MAMA tout un tas de ressources qu'on a déjà évoquées ici, que vous pourrez retrouver en ligne si vous souhaitez aller creuser ces sujets, fouiller, en tout cas lire un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui à cet endroit-là. Moi, je vais vous remercier. Je crois qu'on ne va pas avoir le temps de prendre des questions. Par contre, on reste un petit peu tous et toutes à côté si vous souhaitez échanger et nous faire part peut-être de remarques ou de commentaires. Quoi qu'il en soit, il me reste à vous remercier déjà d'avoir nous avoir écoutés et j'espère que ça vous aura amené quelques billes pour vous réfléchir à ces questions-là. Et puis donc merci à Émilie, merci Dion, merci Clarisse et merci Rémi. Merci Guillaume. Oui, c'est vrai. Ah oui, mais j'ai pas dit. Du coup, moi, je bosse à la Fédération Octopus, qui est la Fédé des musiques actuelles Occitanie, pardon, je l'ai même pas dit au début. Donc merci à tout le monde et merci au MAMA. Bonne continuation à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.
J'ai arrêté de croire que c'était seulement quelques ombres, quelques êtres immondes qui nous tombent dessus. Je t'ai donné ma confiance, c'est pire que d'être dans une ruelle sombre. Prise de conscience trop grande, douloureuse est là. Ton souffle sur ma nuque résonne encore comme de la disto. Bloqué de mon corps et tu croyais à tort d'en disposer. T'as laissé à port clandestin, j'ai plus d'espace dispo. Laissant dans mon corps tes torts, tes tartes, t'as abusé. Dispenser du devoir, mes traumas qui selon toi sont quiproquos. Et maintenant selon toi qui prend quoi? Dispenser du devoir, mes traumas qui selon toi sont quiproquos. Et maintenant selon toi qui prend quoi? Toujours des excuses, mon corps qui refuse. Toujours tu réfutes. Consentement exclu, maintenant je baisse plus. Maintenant je baisse plus. Toujours des excuses, mon corps qui refuse. Toujours tu réfutes. Consentement exclu, maintenant je baisse plus. Maintenant je baisse plus. Défoncé pour oublier, retrouver les bras de Morphée. Mais maintenant c'est Médusa qui vient hanter mes pensées. Charge mentale de